L'identification. On a un besoin d'identification permanent. Une idée, un concept, des valeurs ou encore une communauté sont là des repères auxquels on peut se rattacher pour exister en tant qu'individu. On applique nos préférences au monde qui nous entoure et on préfère le monde quand il se rapproche de celle-ci. C'est quelque chose de suffisamment ancré chez chacun pour que ce soit un réflexe naturel. On ne questionne jamais véritablement la pertinence des choses qui nous conviennent et on perd souvent de vue l'utilité pour laquelle on les recherche. À bien des égards, ces choses qui composent notre vie, tout comme les idées qui la définissent, sont un moyen de créer des repères. Ceux-ci deviennent nécessaires à notre stabilité dès lors qu'ils créent une manière d'appréhender la vie, mais en faisant d'abord passer les expériences qui la composent par le filtre de ce à quoi on pourrait s'identifier. Le fil conducteur de l'enchaînement de ces expériences devient alors la motivation de se construire une identité et non de les vivre en tant que telles. Ce processus vide peu à peu les expériences de leur sens au fur et à mesure que l'identité se construit, cette identité devenant l'expérience même. C'est donc la vie, dans sa façon aléatoire de nous amener des situations à chaque fois différentes, qui se voit minimisée par la construction d'une identité trop ancrée. Cette identité devenant la vie même aux yeux de celui qui ne vit qu'à travers elle. Il devient alors compliqué et délicat de faire la différence entre nos attentes et ce qui se présente pleinement à nous, car chaque expérience se voit retirer la substance de ce qui la compose, au profit des préférences de son identité propre. L'identification aux choses par leur possession ou au groupe quel qu'il soit par appartenance devient inhérente au comportement qui en découle. Chaque individu cherche alors qui il est à travers les choses qui se rapprochent le plus de son identité construite jusque-là. C'est de ce processus que naît l'insatisfaction. L'insatisfaction n'est donc pas un sentiment émanant de lui-même, mais plutôt la conséquence d'une identification trop marquée. C'est dans cet esprit que la peur de ne pas être s'exprime. C'est peut-être aussi une autre facette de la peur de mourir, car ne pas avoir d'identité ou ne pas s'identifier, c'est renoncer à exister à travers tout ce qui nous conforte dans notre sentiment d'appartenance. C'est aussi un moyen de ne pas être véritablement seul, même quand on l'est physiquement. Ainsi, la solitude est moins pesante si l'on a à disposition des objets auxquels s'accrocher et des idées communes aux autres avec lesquelles on se sent exister, par exemple. Parmi les identifications aux concepts les plus courants, on retrouve l'identification au genre, au nom, à la culture, à l'ethnie, au milieu social, à la religion. Tout ce qui peut regrouper plusieurs individus est susceptible, si validé par notre identité, d'être un élément comblant notre besoin d'exister. Cela s'étend aux objets dès lors que ceux-ci offrent un rapport au groupe et un sentiment d'appartenance. C'est la valorisation de l'individu par le groupe, la sublimation du fait d'être unique par une comparaison plus ou moins saine. Afin de se détacher de tout comportement faisant appel à combler la peur d'être seul et risquant de remettre à demain l'entraînement de notre capacité à se sentir bien sans personne pour y contribuer, laissant donc notre bien-être entre les mains du destin, il faut retrouver un intérêt pour soi sans attachement notoire nécessitant en retour de la part des autres. On doit réapprendre à exister par nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec comme seul but d'être soi, tout en oubliant notre individualité en tant que telle. Le sentiment de solitude, lui, est bien réel, et vient du fait qu'une fois seul et débarrassé de tout attachement, un besoin de faire valoir son individualité par rapport aux autres reste présent. Ce besoin vient notamment du fait que l'on a appris à exister uniquement dans le regard de l'autre. En étant seul, on sait alors sur quel point la valeur de ce que l'on est vraiment déséquilibrée. Pour retrouver un équilibre sain, seule une prise de conscience sur ce qui nécessite une valeur réelle dans notre être peut calmer le besoin irrépressible d'avoir les autres à disposition pour s'en donner. La véritable valeur n'est donc pas celle que l'on reçoit, mais celle que l'on donne à chaque expérience, quelle qu'elle soit, en détachement total avec un quelconque manque ou besoin. Car si l'on donne à une expérience un but, elle n'est alors plus une expérience, mais la réponse à une quête de sens. Voilà pourquoi chercher à tout prix un moyen de combattre le sentiment de solitude est inutile. Car dès lors qu'on fait l'expérience d'être seul pour ce que c'est, on remarque que l'intérêt de se faire valoir en tant qu'individu disparaît. Si cet intérêt perdure, c'est que l'identification est trop importante pour laisser l'expérience s'exprimer à nous telle qu'elle est. Notre esprit est alors omnibulé par la recherche de ce à quoi il pourrait s'identifier,
plutôt que de trouver satisfaction dans le processus de découverte de soi, comme de la vie au sens large. L'important est donc de se concentrer sur la satisfaction que nous procure une expérience et non d'y chercher une réponse à notre besoin d'être satisfait en elle. Cet amalgame entre la satisfaction apportée par une expérience et les attentes que l'on peut avoir vis-à-vis d'elle est précisément l'un des points les plus importants sur lesquels il faut avoir un discernement par rapport à soi-même. En effet, avoir des attentes et un besoin de combler notre manque de satisfaction est aussi ce qui fait défaut à notre capacité à percevoir l'expérience dans son entièreté et donc de passer à côté de la satisfaction qu'elle pourrait nous apporter. C'est dans cette optique que l'on doit comprendre que l'on ne peut faire confiance à nos pensées, nos envies et nos attentes pour appréhender la vie, car ce sont elles-mêmes qui détermineront notre degré d'insatisfaction qui croîtra au même titre que leur nombre. On comprend alors que vivre et vouloir sont deux choses bien distinctes et que même si la volonté est génératrice d'expériences, l'une s'arrête là où l'autre commence. C'est un échange constant qui s'opère entre la volonté d'un individu et ce que la vie lui propose. Cet échange donne un certain mouvement à la vie et ce mouvement sera à l'image de l'équilibre que l'individu saura faire entre ces deux aspects. Ainsi, trouver un équilibre entre une volonté proportionnellement dosée à la satisfaction que nous apporte une expérience est la clé pour exercer le plus efficacement cette volonté. C'est un compromis permanent entre ce que l'on a et ce que l'on veut. Être bien où l'on est, seul ou non, dépend uniquement de notre capacité de comprendre notre propre fonctionnement, et en le comprenant mieux, il devient alors plus simple d'évoluer avec celui des autres. Être soi n'est donc plus une affaire de valorisation de l'individu, mais de se comprendre et de se connaître. Et quoi de mieux comme contexte d'être seul avec soi, sans interférence qui nuirait au discernement que l'on a par rapport à notre insatisfaction à ce moment-là. Dans la mesure où nous sommes le résultat de notre vécu, et donc l'accumulation de nos expériences faites jusque-là, si l'on n'a jamais été seul, il sera toujours plus difficile de comprendre et anticiper nos propres réactions. Voilà pourquoi l'acceptation d'être seul, parfois couplée à la volonté de l'être, est important pour se libérer de toute identification possible. C'est en faisant cela qu'un détachement entre nos attentes et ce que l'on reçoit se crée. Bien sûr, l'inconfort que cela produit est à la hauteur du manque de connaissances que nous avons de nous-mêmes. Pour pallier à cet inconfort, s'engager dans des activités qui ne nécessitent pas de résultats immédiats est un bon remède. Néanmoins, l'inconfort ne disparaîtra pas tant que l'habitude de faire face à nos comportements de manque ne sera pas créée. Plus c'est habituel pour un individu d'être avec lui-même et sans attachement pour combler le manque que cela crée, plus il sera facile pour lui d'être en harmonie avec ses doutes, ses attentes, ses envies, ses désirs ainsi que ses compulsions. À terme, tout ce processus générera un tel équilibre que la souffrance aura moins de place sur la balance du bonheur d'être seul.